Messieurs, pour ces 18 ans de l'After, on a un homme qui était présent lors de ce match entre Milan et Lyon. Il était à San Siro. Il a tout vu des grandes années de l'OL. Exactement. Alors, malheureusement, il n'était pas sur le terrain ce jour-là. Mais il paraît que quand il n'était pas sur le terrain, il était très important aussi. Il était très actif. Il était actif. Voilà. C'est Rémi Vercoutre qui est avec nous. Un vrai personnage de notre football, en tous les cas. Bonsoir. Oui. Salut Rémi. Oui, bonsoir à tous. Merci de votre accueil. Et merci d'être avec nous, c'est sympa. Il y a 18 ans, tu ne savais pas que l'After existait, parce que forcément, tu n'as pas dû en entendre parler tout de suite, mais en revanche, c'était les grandes années de l'OL quand même. Hein. Ouais, c'était les très grandes années. Les années où on était toujours attendu, on répondait souvent présent. Et votre anniversaire, déjà, bon anniversaire merci. Daniel, Gilbert. Merci pour ces moments de radio tous les soirs. Mais par contre, moi, ça me rappelle pas forcément un bon souvenir. Hein, je suis désolé. Justement, ce match-là... Et Jérôme Thomas, peut-être qu'on peut associer, parce que Jérôme... Jérôme Thomas, il est là depuis le début, bien sûr. Paul aussi, Paul, le Réal, voilà, depuis toujours. C'est quand même des acteurs centraux de l'After aussi. Alors, Greg Coupet, dont tu étais la doublure à l'époque, dit que de toutes les épopées lyonnaises en Coupe d'Europe, ce match-là est le plus mauvais souvenir. Est-ce que c'est aussi pour toi le pire souvenir de cette époque-là ? Oui, clairement. De loin, parce que on sentait qu'on était proche de quelque chose. On avait un groupe qui s'était forgé au gré des succès en championnat. Faut quand même rappeler notre équipe. C'est soit des internationaux brésiliens, soit des internationaux français. Le seul qui n'est pas international dans l'équipe, c'est moi en fait. Sur les 18 présents au stade, il y a un petit Karim Benzema aussi qui est sur le banc de touche. Mais sinon, on a une équipe, on fait peur, on est costaud, on a doublé tous les postes. Et on a un entraîneur qui nous donne énormément confiance. Et qui a une sacrée expérience du haut niveau aussi. Gérard Rouillet. Qui a une expérience du haut niveau et qui en plus de ça a une aura auprès des instances et de l'UEFA. Donc quand on débarquait quelque part, Gérard en imposait auprès des adversaires et aussi parfois de toutes les instances internationales. Et donc ça jouait en notre faveur. Le président en jouait aussi. Et on se sentait vraiment très fort, très costaud. Et en plus de ça, cette année-là, on avait fait le nécessaire pour être tranquille en championnat, pour pouvoir aborder la Coupe d'Europe dans les meilleures dispositions. Et quand on va à San Siro, ce soir-là, il y a 10 000 Lyonnais sur 80 000 que comporte le stade. Ouais. On sent une atmosphère particulière. On a fait un très très bon match à l'aller. Et le résultat, même s'il est de 0-0, il est plutôt en notre faveur parce qu'il y a ce fameux but à l'extérieur qui compte en cas de match nul. Ouais, mais encore. Rémi, c'était pas analysé à l'époque, je me souviens, dans les matchs de Coupe d'Europe, quand tu faisais 0-0 à la maison et que tu devais aller à San Siro après, c'était pas quand même... Alors, effectivement, vous aviez une équipe qui était capable de faire des grosses performances, mais Milan, et on va rappeler les compos dans un instant. Oui. D'ailleurs, on devrait te faire jouer. Est-ce que tu ressortes la compo de l'OL ? T'en es capable ou pas ? Tu vas t'en souvenir des 11 Lyonnais, non ? Daniel, je me suis rafraîchi la mémoire, j'ai l'iPad sous les yeux. Voilà, je triche pas, non, je te mais dis la vérité. Pour qu'on se rappelle quand même du niveau de l'équipe. Hein, bon, donc coupé dans les buts. Défense, François Clerc, Chris, Abidal, Cassapa. Ouais, Cassapa dans l'axe, Abidal. Ouais, voilà. Ouais. Milieu, Thiago, Pedretti. Je vais vous à l'aller. Ça, c'est à l'aller. Ça, c'est l'aller. Alors, attendez. Le retour. Et c'est là justement où il y a quelque chose qui joue pas en notre faveur, c'est peut-être le match aller, justement. Parce que on a notre capitaine, notre tireur de coup franc, notre fer de lance qui n'est pas là. Et c'est peut-être le secret de cette élimination au retour. Oui, voilà, donc Juninho, effectivement, n'est pas là à l'aller. Il est bien là au retour, il est titulaire. Avec Diarra au milieu, il y a en plus Malouda, Govou et Wiltord qui complètent l'équipe. Mais tu as raison de rappeler ça, Rémi, parce que Fred, sur une double confrontation comme ça contre un club, rappelons quand même que Milan, dans les années 2000, c'est encore top 1 ou top 2 des meilleures équipes de cette décennie-là. Bah, ils vont la gagner. Hein. Il a gagné en 2003, ils font finale en 2005, d'avant et il a gagné. Il gagne en 2007. Oui, bien sûr. C'est une équipe énorme. D'ailleurs, tu vas rappeler l'équipe de Milan dirigée par Ancelotti, mais là, on parle qu'il y a des très bons joueurs à Lyon, mais à Milan, c'est pareil. Mais sur une double confrontation pareille, sur un des deux matchs, ne pas avoir Juninho, c'est vraiment préjudiciable. Quoi. Non, mais tu fais bien de le dire. C'est quelque chose qui nous
nous fait mal. Alors sur le moment, on est dans la préparation du match, bien entendu, on minimise cette absence au match aller. Mais quand on voit que on gagne sur un coup franc et un coup de pied, on marque sur un coup franc et un coup de pied arrêté au match retour, on égalise grâce à un coup franc de Juni. On se dit que si on l'avait eu au match aller, ça aurait pu être autrement. Donc voilà, c'est forcément le regret qu'on peut avoir. C'est marrant que tu dis tout à l'heure que c'était votre plus gros regret, parce que moi j'avais toujours eu l'impression de loin que c'était le PSV. Ouais, mais beaucoup eux, ils disent que c'est ça parce qu'ils se sentent super forts cette année-là. Le PSV nous a fait mal et on avait l'impression de s'être forgé quelque chose tous ensemble, une espèce de carapace où on se disait plus jamais ça en fait. Ah, oui. Et donc derrière, on s'est dit on a mangé notre pain noir, c'est notre tour maintenant. C'est pour ça que Milan était très frustrant parce que on se voyait passer, on avait vraiment tout ce qu'il fallait pour. Et puis notre équipe était bâtie pour ça. Donc et on parlait que de ça. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est obnubilé par la Ligue des Champions, mais c'était le cas à l'époque pour nous aussi. C'est vrai, c'était pareil pour vous. Vous étiez plus fort la que même tout le monde en championnat. C'était la même. Ah oui. C'est vrai. Et il y avait une équipe avec, tu l'as dit, que des bons joueurs. Mais encore une fois, rappelons quand même en face, Milan, c'est vraiment. Alors j'ai l'équipe. Fort, Dida dans les buts, à Kaladze, Nesta, Stam et Serginho en défense. Pirlo, Seedorf, Gattuso, Kaka en 10 et devant Inzaghi, Shevchenko. C'est quand même. Il y a un fait de jeu qu'on relève pas assez à Milan et tout le monde s'en souvient pas forcément. Mais ils ont un mec derrière, c'est Stam, qui est énorme. C'est une brutasse, lui. Voilà, une brute qui en impose dans les airs. Et nous, on est plutôt sur le truc de se dire Juni, à un moment donné, peut débloquer la situation. Et sur coup de pied arrêté, Stam, il envoyait du bois quand même défensivement. Et à partir du moment où il sort, parce qu'il sort pendant le match, il se fait mal à un moment donné à la cuisse et il sort en première mi-temps. À la 27e, voilà, je savais pas que c'était aussitôt, mais et c'était pour nous un signe du destin. On s'est dit celui qui peut nous empêcher peut-être sur coup de pied arrêté de faire basculer le match va sortir, et on voyait ça comme d'un très bon œil. Et d'ailleurs, on marque sur coup de pied arrêté alors qu'il n'est pas là. Tête de Diarra, effectivement, sur un ballon mal renvoyé, je crois. Et ça tient jusqu'à. Les deux gardiens font un match incroyable au match aller. Que ce soit Greg ou Dida, on a affaire à certainement des meilleurs gardiens de la planète à ce moment-là. Et ils font un match énorme. Alors on fait 0-0, tout le monde est un peu frustré du résultat, mais bon, faut bien avouer que Greg et Dida avaient fait un super match. Et par contre, au retour, Dida est très fébrile. Il fait pas mal d'erreurs, on le sentait très, très déstabilisé. Je pense qu'il était vraiment pas dans un bon jour. Il avait Juni en face de lui qui connaît très bien parce qu'ils étaient en sélection ensemble. Et je pense qu'il n'était pas serein. Et on n'a pas assez joué sur ça, je pense. Ça s'est joué, rappelons-le quand même, vous êtes qualifié jusqu'à la 88e. Parce que si ça se termine à 3-1, le but c'est d'être 89, et puis après le troisième dans les arrêts de jeu. Donc c'est ça qui ajoute au mauvais souvenir, à faire de ce match une fin si terrible, C'est ça surtout, c'est d'avoir été aussi près que ça de la qualif. Alors les gars, on a au 32-16 Thiago. Alors c'est pas le joueur de Lyon, c'est un autre Thiago qui est là et qui est lyonnais. Et qui était là lors du premier after avec nous. Thiago est là. Mais comment c'est possible ? On avait déjà pris des auditeurs à l'antenne à l'époque. Bonsoir Thiago. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Stéphane. T'as un souvenir de ce match et de la soirée sur RMC ? Mais alors je me souviens, c'est la première fois que je vois vos deux têtes. Il me semble qu'il y avait coach Courbis également. Et je me souviens. Alors, il n'y a pas coach Courbis. Non, c'est Flo qui est là. Il y avait Florent Gautreau. C'est Florent Gautreau, pardon. Oui, c'est Flo. Donc, c'était la première fois que je voyais vos trois têtes. Et c'est vrai que à ce moment-là, ça m'avait fait un petit peu tout drôle. Voilà, j'ai dit, une émission de foot comme ça, pas forcément très connue à l'époque. Vous venez juste de démarrer. Même pas du tout connu. Même pas du tout. Ouais, voilà. Même pas. Ouais, c'est ça. Même pas du tout. Et au final, j'ai pris mon pied. Je vous ai un peu perdu de vue, je vous mens pas, pendant la Coupe du Monde. Et après, on va dire début 2007, c'est là où j'ai vraiment commencé à suivre vraiment l'after. Et puis, en plus, moi qui suis lyonnais, ce match-là, c'est un match marquant. À l'époque, j'avais 9-10 ans. Ouais, 9-10 ans.
et j'étais effondré parce qu'à ce moment-là, je pense que c'est l'année où on peut faire quelque chose. Même si l'année d'avant contre le PSV avec le penalty sur Neymar, il y avait une possibilité, mais cette année-là, comme a dit Rémi et Daniel, on avait une équipe quand même fou. On avait une équipe fou. Et au retour, mon homonyme Thiago, énorme joueur, ne joue pas. Et je pense c'était un sacré joueur, hein, Thiago. On a oublié, mais quel joueur c'était au milieu de terrain. Très beau joueur de football. Oh là là. C'était quand même, je ne sais pas si vous voulez dire gagner ou pas, mais je regardais le plateau de la Ligue des Champions cette année-là. Attention, hein, le Barça qui gagne à Paris, le Arsenal qui est en finale, bon évidemment le Milan, voilà, c'est des équipes énormes. Rémi, avec le recul, vous avez l'impression d'être passé à côté du truc qui aurait fait basculer le club dans une autre dimension finalement. Quand la période de domination lyonnaise, là, c'est une sorte de regret éternel de ne pas avoir gagné la Coupe d'Europe. Oui, quand il y a des rencontres entre anciens et qu'on se revoit et qu'on a des moments ensemble, on a vraiment l'impression que cette soirée-là aurait pu faire basculer le club dans une autre dimension. Et que les carrières de chacun aussi auraient été peut-être encore meilleures, même si tous les joueurs que vous avez cités et qui sont mes collègues ont eu des grandes carrières, mais d'aller plus loin dans la Coupe d'Europe, notamment celle-là, la Ligue des Champions, ça aurait fait grand bruit. Et puis nous, on était vraiment préparés pour ça. C'est-à-dire que quand on reprenait la saison au début de chaque année, au début du mois de juillet tous les ans, l'objectif c'était ça, c'était la Ligue des Champions. On vivait pour ça et presque nos matchs de championnat nous préparaient à la Ligue des Champions et on le prenait comme tel en fait. Donc on était d'ailleurs derrière cette défaite, ça a été très compliqué pour nous de repartir en championnat. On avait beaucoup accusé le coup. Je me souviens du vestiaire à la fin du match où certains n'avaient même plus la force de pouvoir sortir et aller saluer nos 10 000 supporters qui étaient là, tellement on enrageait, tellement certains pleuraient. On avait vraiment accusé le coup, on a beaucoup souffert de cette élimination. Après, Rémi, ce qui est paradoxal, c'est que cette grande équipe n'est pas allée au-delà des quarts, et un petit peu comme il arrive qu'on le dise, avec l'OM qui était certainement meilleur en 80, l'année où ils font la finale contre l'Étoile Rouge en 91 qu'en 93, c'était une plus belle équipe même dans le style et tout. Bah, celle qui fait demi contre le Bayern en 2010, elle est sur le papier moins forte, mais elle va quand même en demi-finale. Celle qui fait demi pendant le Final 8 là, du Covid, c'est une équipe sur le papier presque anodine par rapport à votre monstrueuse équipe. C'est beaucoup une question de tirage, Daniel, toujours. Là, tu prends le grand Milan AC en quart. L'histoire, c'est ça aussi, c'est que parfois, tu as des équipes qui vont plus loin et que vous, cette année-là, vous tombez sur Milan. L'année d'après, c'était sur la Roma. Et en fait, ils battent en 2000, l'année du Covid, là, ils battent quand même Manchester City en quart. Il y a aussi que Lyon, Rémi, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais mine de rien, ça symbolisait toutes les années du football français, c'est-à-dire qu'on parlait trop. On parlait trop, on se voyait. Alors peut-être que vous, peut-être pas, mais je me souviens de ce match l'année d'après contre la Roma, mais tout le monde disait ils vont se qualifier, ils sont plus forts. C'est marrant parce que les Français n'ont pas gagné de Coupe d'Europe, c'est vraiment en Coupe d'Europe, mais il y a en parallèle ce truc de trop parler. Alors les médias, je ne dis pas forcément vous. Nous, on n'était pas comme ça parce que à l'intérieur, on savait tous les sacrifices, les efforts qu'on faisait et honnêtement, on roulait pas des mécaniques parce que tous les mecs qui formaient notre équipe étaient en sélection avec d'autres contre qui on jouait. Donc on se la racontait pas, on n'allait pas crier haut et fort, on veut la gagner. On avait bien conscience que. Non, mais moi je parle des médias, Rémi. C'est vrai. Et Lyon, moi je pense souffrait un petit peu de ça parce que tout était focalisé sur eux. Et moi je me souviens en 2007, ça a fait ça contre la Roma. Et le pire de tous, le pire vraiment, et tu étais encore là, doit être 2009, donc l'année du Barça, où il y a pareil. 0-0 ou un partout à l'aller à Gerland 0-0. Ouais. Et un partout. Et là, avant le retour au Camp Nou, c'est le Barça naissant, Guardiola, Messi, toute la clique. Mais là, tous les commentaires, c'était ils vont aller faire 2-2 là-bas, ils vont se qualifier là-bas. Je dis putain, j'espère qu'entre eux, les Lyonnais ne se disent pas ça. Parce que l'environnement, qu'est-ce que c'était pas. Je trouve que c'était presque malsain, quoi. Il y avait toujours cette volonté de trop en faire et après, ça se finissait mal. Et Daniel en a pris une claque là-bas parce que le 5-2, oui. On y est allé plusieurs fois au Camp Nou
Et l'ambiance de ce soir-là, moi, je l'avais jamais vue encore dans ce stade. On a senti qu'ils voulaient nous écraser. Ils se sont mis en branle pendant 20 minutes où ils ont fait un pressing incroyable. On n'a pas vu le jour. On a pris 3-0 en 20 minutes au départ et c'était très compliqué. Ce soir-là, on a senti que quelque chose nous manquait pour aller peut-être plus haut. Et d'ailleurs, Johnny se fait expulser à la fin du match de frustration. Mais c'est le soir où Greg Coupé fait son double arrêt de légende, là ? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là ? D'ailleurs, c'était Hugo qui jouait ce stade-là. Ah oui, c'était Loris. Oui, il était plus là. Non, c'était. En plus, c'était. On ne savait pas, mais c'était contre le Barça qui allait révolutionner le football et qui allait tout péter, quoi. Et là, on a pris. Là, on a volé en éclats ce soir-là. Rémi Vercoutre, merci beaucoup. Merci Rémi. Merci à vous. Et à très bientôt. Je peux me permettre de te poser une question sur l'after quand même, Rémi, puisque c'est les 18 ans. Est-ce que c'est un sujet de vestiaire, toi qui es vraiment l'homme de vestiaire par excellence, est-ce que c'est un sujet de vestiaire l'after ? Est-ce qu'entre joueurs, le lendemain, l'entraînement, on dit vous avez écouté l'after la veille ou pas ? Comment ça se passe ? Pour être honnête, franchement, hein, voilà. Alors Stéphane, je suis un peu moins dans les vestiaires qu'avant parce que maintenant je traîne un peu plus dans les bureaux des coachs. C'est vrai. Mais t'es quand même au contact de la troupe, on le connaît. Aujourd'hui, les joueurs sont ultra connectés. Ils ont tout sur leur smartphone, voire sur leurs plusieurs smartphones. et donc ils savent tout ce qui se dit sur tous les réseaux et toutes les radios et toutes les télés. Donc, pour répondre à ta question, oui. Et à ton époque, alors là, en 2006 ou 2007, dans ces années-là, les débuts de l'after, c'était un sujet émergent ou pas ? Attends, laisse-moi répondre. Le premier qui a été au courant, c'est Jean-Michel Aulas. Moi, je vais raconter ce qui s'est passé. Quelques semaines après la création de l'after, il y a prescription maintenant. Jean-Michel Aulas appelle notre patron de l'époque. À la veille, donc François Pesanti, en disant mais. Bonjour, c'est Jean-Michel Aulas. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire ? Est-ce que vous vous rendez compte ? François dit quoi ? Mais c'est votre émission là. Mais vous allez mettre le feu aux tribunes ? Vous vous rendez pas compte de ce que les mecs ils disent ? Et tout. Et donc il voulait tout arrêter. Il a appelé, il m'a dit arrêtez ça, arrêtez tout. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est très agréable, c'est d'avoir les podcasts aussi, de pouvoir écouter. C'est nouveau ça. Écouter le lendemain, c'est quand même top. À l'époque, on n'avait pas cette chance-là. Et puis, c'est vrai que c'est plutôt agréable de pouvoir l'écouter quand on veut, par rapport à l'horaire qui est parfois un peu tard. Mais en effet, je reviens à la question. Oui, c'est parfois des sujets évoqués à droite, à gauche dans les vestiaires, parce que forcément, vous faites partie du paysage footballistique en analysant, en critiquant, parfois en bien ou en mal. Mais ça fait partie de la vie de nos jeunes footballeurs aujourd'hui que d'accepter et de vivre avec ça. Merci Rémi, beaucoup Rémi, sympa. à bientôt. Merci Rémi. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao Rémi. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Puis, je salue Édouard G qui était là aussi ce soir-là, parce qu'il était à Milan. Il était à Milan, Édouard, déjà. Édouard, c'est un peu notre parrain, tu vois. et qui nous rappelle que le double arrêt de Coupé, là, vous voyez l'image de ce double arrêt avec Rivaldo en face, si je dis pas de bêtises. Le ballon touche la barre, Greg l'arrête, Rivaldo reprend, Greg le re-arrête. Enfin bon, allez voir sur YouTube. Voilà. Et Edouard nous précise que c'est des matchs qui devaient être joués normalement le 11 septembre 2001, ce match-là, qui avait été reporté. Et donc finalement, c'est là que. C'est si vieux que ça ? Bah ouais. Ça date. Ok.